Ce qui est absolument hallucinant, c'est qu'il n'y a aucun programme aujourd'hui dans le débat de la campagne présidentielle qui se préoccupe de relancer l'activité. C'est extraordinaire, comme si les effets de la crise avaient disparu comme par enchantement. Donc nous sommes les seuls à remettre cette question évidemment à l'ordre du jour. En fait, elle est à l'ordre du jour depuis 2008. Donc pourquoi relancer ? D'abord parce que la population française subit toujours les conséquences de la récession de 2009, puis de la double récession, ça a redémarré après, la grande récession dans la zone euro et la stagnation de l'économie française en raison du choix qui a été fait des politiques de rigueur. Et le résultat de cela, eh bien, c'est que nous avons 1 million de chômeurs supplémentaires. Encore, ça dépend, ça pourrait être beaucoup plus si on prend en compte différentes catégories de sous-emploi, qu'on n'entre pas tout à fait dans le chômage officiel. Nous avons entre 800 000 et 1 million de personnes supplémentaires qui vivent en deçà du seuil de pauvreté. Donc c'est un désastre social qui va bien au-delà parce que derrière des chômeurs, derrière des pauvres, il y a des familles entières, il y a des enfants qui, pendant 8 ans, ont pu grandir éventuellement effectivement dans la pauvreté, dans la peur, dans la forme de honte d'un enfant qui va à l'école et quand son papa est chômeur. Et donc cette situation est un véritable désastre social. Alors comprenez bien, si on avait relancé en 2009 ou en 2010 ou en 2011, peu importe, quand on regarde l'évolution du chômage, tel qu'on l'a décrite tout à l'heure, on est passé un peu en dessous de 7% de chômeurs au sens officiel, c'est-à-dire c'est l'estimation minimale du chômage, à 10% pour la France entière aujourd'hui. C'est-à-dire une augmentation de plus de 3 points du taux de chômage, uniquement à cause de la crise, uniquement à cause du choix qui a été fait de ne pas relancer l'économie. Alors nous, en relançant enfin l'activité économique, on verra tout à l'heure comment, eh bien déjà nous effaçons cette augmentation conjoncturelle du chômage et tous nos scénarios montrent qu'en étant raisonnablement optimistes, toutes nos estimations sont très raisonnables. On peut ramener sur le quinquennat le chômage autour de 6% ou un peu au-dessus de 6%. Ce ne sera pas le plein emploi, mais c'est les 2/3 du chemin vers le plein emploi. La social-démocratie, les socialistes et la droite conservatrice se retrouvent au moins sur un point depuis une vingtaine d'années en Europe, c'est qu'elles se sont converties à des logiques économiques parfaitement absurdes. D'abord, aux normes budgétaires européennes qui interdisent aux États de mener des politiques budgétaires efficaces puisqu'elles nous ordonnent de converger vers l'équilibre budgétaire à un moment où l'économie est en stagnation. N'importe quel individu qui n'a pas fait une année d'études d'économie comprend que si on vous dit de réduire vos dépenses, votre activité au moment où vous êtes déjà étranglé, c'est pas ça qui va relancer la machine. Bon. Alors, donc, ils ont fait ce choix-là. Alors pourquoi ? Comment ils pensaient, du coup, soutenir l'économie européenne et l'économie française en particulier ? Eh bien, leur doctrine, c'est ce qu'on appelle la politique de l'offre, c'est-à-dire que ça repose sur l'idée, qui est chère au patronat, selon laquelle si on veut soutenir l'activité, il n'y a qu'un seul moyen, c'est d'enrichir les entreprises en abaissant leurs charges fiscales, leurs charges sociales, le coût du crédit. Puis on se dit, si les riches sont plus riches, ils vont davantage investir. Si les entreprises ont davantage de marge de manœuvre et que le coût du travail est plus faible, elles vont davantage embaucher, elles vont davantage produire. Alors évidemment, c'est totalement stupide économiquement, parce que tout le monde comprend qu'une entreprise, par exemple, n'embauche pas quelqu'un juste parce que c'est pas cher. Vous embauchez quelqu'un parce que vous avez quelque chose à lui faire faire, c'est-à-dire parce que vous avez des biens, des services à produire, des commandes à honorer, que vous avez besoin de lui. Si vous n'avez pas de commande, vous n'allez pas embaucher quelqu'un, même s'il est gratuit. Ce sera un parasite qui empêcherait les autres de travailler. Donc ça n'a pas de sens. Ça déconne. Voilà. Et de la même manière, une entreprise, c'est mon précédent livre, la d'économie. Là, on est en plein dedans. De la même manière, les entreprises ne vont pas se mettre à investir massivement parce que les taux d'intérêt sont faibles. Les taux d'intérêt, même à long terme, ils sont proches de zéro depuis des années parce que la Banque Centrale Européenne a inondé l'Europe de milliers de milliards d'euros de liquidités. L'investissement ne repart pas. Pourquoi il ne repart pas ? Parce que les entreprises ne décident pas d'acheter des machines ou de construire des usines parce que l'argent est bon marché. Il faut qu'il y ait des commandes en face, il faut qu'il y ait des marchés, il faut qu'elles aient des perspectives d'avenir où elles se disent l'activité va redémarrer. Alors comment voulez-vous que les entreprises anticipent que l'activité va redémarrer quand les États eux-mêmes mènent des politiques qui réduisent l'activité ? Alors finalement, la seule idée qui restait,
à nos gouvernements. Parce qu'au gouvernement Sarkozy, Hollande, Valls, Macron, qui a beaucoup inspiré cette politique-là, pour défendre le CICE, le pacte de responsabilité, cette politique de baisse des charges, c'était quoi? C'était l'idée que certes, la rigueur, ça ne soutient pas l'activité, mais la baisse des charges fiscales et sociales, la baisse du coût du travail, ça va stimuler la compétitivité des entreprises. Elles vont exporter plus et c'est comme ça qu'on va relancer l'activité. Alors ça, c'est une stupidité, une absurdité économique supplémentaire. Parce que quand tous les pays européens se sont lancés dans cette course simultanément à essayer de piquer les marchés des autres en étant plus compétitifs, en réduisant leurs dépenses sociales, publiques, en abaissant leur coût du travail. À l'arrivée, si tout le monde est plus compétitif, personne ne l'est, tout le monde comprend ça. C'est-à-dire si tout le monde baisse ses coûts, baisse ses dépenses, personne n'a un véritable avantage de compétitivité, mais c'est toute l'Europe qui s'est appauvrie et qui est entrée dans une spirale justement de déflation et d'arrêt de l'activité. Donc c'est une ânerie économique totale. Donc la relance par la baisse des charges, par la politique de l'offre, cela ne marche pas. Et le pire, c'est qu'on le savait déjà avant la crise, on ne l'a pas découvert pendant la crise. On le sait depuis longtemps. Même l'OCDE, qui est une institution qui, pendant 20 ans, depuis les années 80, n'a cessé de dire qu'il fallait baisser les charges, faciliter les licenciements, enfin mener toutes ces politiques de l'offre. Dès 2004, donc on est 4 ans avant la crise, l'OCDE, dans ses perspectives de l'emploi, expliquait qu'en fait, au bout de 20 ans de réflexion et d'études sérieuses sur ce type de politique, en gros, on était incapable de montrer le moindre effet significatif de ces politiques de réforme du marché du travail sur l'emploi. Bref, elle disait, en gros, ça ne marche pas. Il faut faire autre chose. Donc la seule politique qui marche, effectivement, c'est d'agir directement par la relance budgétaire. Si on veut soutenir l'activité, pour les raisons que je viens d'indiquer, nous n'avons que le choix d'utiliser l'arme budgétaire pour relancer la demande, ça c'est certain. Maintenant, on peut relancer la consommation. Dans une certaine mesure, notre programme, à travers l'augmentation des salaires, du SMIC, des salaires dans la fonction publique, va avoir un effet stimulant sur la consommation. Mais nous voulons un plan de relance supplémentaire qui ne passe pas par la consommation, parce que la consommation, même si c'est très bien pour ceux qui vont pouvoir améliorer leur niveau de vie, la consommation, ça va beaucoup vers des importations, ça ne crée pas forcément de l'emploi intérieur. Donc nous axons notre plan de 100 milliards, on verra tout à l'heure le détail avec Anne et Jeanne, il est axé sur l'investissement. Pourquoi l'investissement et l'avantage de passer par cet investissement? Là, je vais être très concret. Si l'État investit 1 milliard, par exemple, dans la construction de logements publics ou de nouvelles infrastructures de transport collectif, peu importe, ce 1 milliard, ça fait immédiatement 1 milliard de chiffre d'affaires supplémentaires pour des entreprises du bâtiment et du travaux publics, qui immédiatement doivent avoir d'ailleurs des salariés supplémentaires pour pouvoir satisfaire les chantiers. Ça remplit carnet de commande un peu. Ça remplit carnet de commande, exactement. Voilà. Et ça ne s'arrête pas là, parce que ce milliard supplémentaire de revenus qui a été injecté à travers ces entreprises, c'est des revenus des entreprises et des salariés qui va être dépensé. Donc c'est des achats vers d'autres entreprises, des achats qui vont soutenir l'activité dans d'autres secteurs, et ainsi de suite. Autrement dit, il y a un effet multiplicateur. Quand vous mettez 1 milliard d'investissement dans l'économie, ça fait 2-3 milliards. Le FMI estime aujourd'hui que lorsqu'on investit, on fait un investissement public de 1 milliard, l'effet multiplicateur est de 2 à 3, ce qui veut dire concrètement qu'au bout de quelques années, 3, 4, 5 ans, ça veut dire que ça a engendré en fait 2 à 3 milliards d'activités supplémentaires. Et nous, dans nos estimations de chiffrage, on a été prudents, on a pris ce qui est la moyenne observée pour les économies les plus avancées, c'est-à-dire un multiplicateur de 1,4, ce qui est faible par rapport au potentiel, parce qu'on peut avoir l'effet maximum. On peut espérer 2 ou 3 ? Ça peut être beaucoup plus, mais on a pris une estimation. Donc vous avez cet effet multiplicateur qui justifie parfaitement le recours à l'investissement. Et aujourd'hui, toutes les grandes institutions internationales, pas seulement le FMI, mais l'OCDE, et même maintenant les économistes de la Commission européenne, eh bien, nous disent oui, c'est ce qu'il faut faire. On a besoin d'un choc d'investissement. Il y a 8 ans, on nous disait qu'il faut un choc de compétitivité, politique de l'offre. Maintenant, on nous dit qu'on a absolument besoin d'un choc d'investissement en Europe. On voit bien que c'est la seule chose qui peut marcher, qui peut relancer l'activité en Europe. Alors c'est extraordinaire parce que je me souviens avoir, avec Jean-Luc Mélenchon, dès 2008, avoir présenté avec d'autres camarades, justement, notre politique de l'époque, un plan de relance, le plan de 100 milliards d'euros. Donc c'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on peut le dire à tout le monde, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire le FMI, l'OCDE, la Commission européenne soutiennent le programme de la France insoumise. Enfin, simplement, ils ont mis 8 ans à s'apercevoir que c'était la bonne solution. De tout ça, je dirais, voilà une bonne raison de nous faire confiance, c'est qu'il vaut mieux se fier à ceux qui savent avant la crise ou au moment où elle se déclenche ce qu'il faut faire,
que ceux qui le découvrent 8 ans ou 9 ans après. Alors je ne vous parle pas de tous ceux qui aujourd'hui, en dépit de la conversion du FMI, de l'OCDE et de la Commission européenne, ne parlent toujours pas de plan de relance et de choc d'investissement dans leur programme, c'est-à-dire tous les autres. Ce plan-là d'investissement, il sera financé par de la dette. Il sera financé par de la dette. Il sera financé par de la dette, par de l'emprunt. Mais je tiens à rappeler tout de suite, parce que c'est bon de le redire, et ça a été très bien expliqué dans la première séquence autour de Jean-Luc Mélenchon. Globalement, notre politique est une politique qui n'entraîne aucune dérive du déficit public, qui reste dans la moyenne actuelle en pourcentage du PIB, et ça entraînera même, du fait que nous pouvons, nous, faire redémarrer l'activité, ça permettra même une baisse du taux d'endettement, qui passera de 96-97% aujourd'hui à 87, en moins 10 points de moins. À comparer au fait que sous Nicolas Sarkozy, je crois, ça avait augmenté de 20 ou 25 points, et puis encore de 5 points de taux d'endettement sous Hollande. Alors là, plan d'investissement massif, on finance par la dette. Ben, figurez-vous que c'est la seule chose sensée à faire, c'est ce que font toutes les entreprises. Quand une entreprise construit une usine, pour l'essentiel, c'est financé par des emprunts, par du crédit à long terme, et c'est normal. Quand des investisseurs privés construisent une clinique privée, une large partie de cet investissement est financé à crédit. C'est normal, c'est une dépense qui s'étale dans le temps, qui entraînera des ressources supplémentaires dans le temps, qui entraîne la création d'un patrimoine, qui est contrepartie de la dette. Ben, figurez-vous, c'est la même chose si c'est l'État qui construit des centres de santé publics. Sa dette, elle a en contrepartie un patrimoine collectif pour les Français, et puis l'investissement public, comme on l'a expliqué, ça engendre des recettes fiscales et des ressources sociales aussi supplémentaires dans le temps. Pour vous donner juste un chiffre, et là encore on a une estimation très raisonnable, c'est 55 milliards par an, au bout de 3-4 ans, de ressources fiscales supplémentaires. Alors on a ici un tableau très intéressant, parce qu'on dit toujours, voilà, oui, mais chaque enfant qui naît en France naît avec une dette épouvantable, voilà, 40 000 euros, vous voyez, par tête d'habitant. Le malheureux, il naît, déjà, il doit rembourser 40 000 euros. Évidemment, c'est une image qui n'a aucune espèce de sens. Il se trouve que le malheureux, il est bien heureux parce qu'il naît effectivement avec une dette en tant que citoyen de 40 000 euros, mais en face, il a un appartement qui vaut 48 000 euros. Cet appartement, ça s'appelle la France. D'accord ? C'est l'ensemble du patrimoine public, des services publics, des actifs qu'il a à sa disposition. Donc son patrimoine net à la naissance, il est de 8 000 euros. Eh bien, ce serait une excellente chose que ça continue à augmenter, c'est-à-dire que nous enrichissions collectivement. C'est-à-dire l'investissement public collectif, ça enrichit tout le monde. Et le système de non-partage des richesses qui fait qu'au lieu d'investir, eh bien, la richesse va dans la distribution de dividendes et la spéculation, ça appauvrit tout le monde. Alors, pour bien montrer à quel point c'est raisonnable. Et pour terminer là-dessus, l'investissement public, ça fonctionne de la même manière ici que l'investissement privé. On accumule un patrimoine et on génère des recettes fiscales structurées qui permettent parfaitement de rembourser la dette. Des recettes fiscales. Des recettes fiscales. D'accord. Mais surtout, comprenons bien, si nous avions été au pouvoir en 2008, 2009, c'est-à-dire si on avait, ou un autre gouvernement bien inspiré qui aurait entendu Jean-Luc Mélenchon et ses économistes expliquer qu'il fallait faire un plan d'investissement de 100 milliards. Si on avait emprunté 100 milliards en 2009 pour faire ce plan de relance, on aurait évité la double récession. On aurait évité donc une augmentation de 5 à 700 milliards de la dette publique en France, uniquement à cause de cette double récession et de la crise. Et donc, la rigueur et la crise, ça a augmenté la dette publique de 600 à 700 milliards d'euros. Alors moi, je dis, vous voyez bien, les vrais rigoureux en économie, que ça valait le coup d'emprunter 100 milliards, de faire 100 milliards de dettes supplémentaires à l'époque pour éviter 600 à 700 milliards de dettes supplémentaires. C'est ce que nous avons fait. Donc, il faut retenir d'une phrase l'essentiel, c'est-à-dire que ce n'est pas l'investissement public qui plombe les finances publiques et qui dégrade les finances publiques. C'est la rigueur, c'est l'austérité budgétaire, c'est le manque d'investissement public. Alors, quand on fait tourner des modèles macroéconomiques un petit peu sérieux sur cette question, avec nos hypothèses, etc., en réalité, on peut faire apparaître que les rentrées, surtout en rentrées, en particulier les rentrées sociales aussi, hein, pour les cotisations, pour le financement des systèmes de protection sociale, amènent à des estimations qui peuvent dépasser les 80 milliards d'euros de ressources publiques supplémentaires. Hein. C'est pour ça que je dis, nous, on est resté
très prudent et raisonnable, en restant autour de 55 milliards de ressources fiscales supplémentaires. Et ça, c'est seulement au bout de 5 ans. Car à chaque fois que, il faut bien comprendre que nous, on raisonne sur 5 ans. Donc à chaque fois, on vous dit le taux de chômage va arriver à 6,2%. Les rentrées fiscales vont arriver à 55 milliards. Mais après, c'est une tendance. C'est-à-dire si grâce à notre politique, et si elle est poursuivie, et je ne vois pas pourquoi nous ne serions pas reconduits au pouvoir, avec un résultat pareil, eh bien, ça signifie évidemment que c'est la tendance qui est engagée. C'est-à-dire qu'évidemment, le volume des ressources disponibles vont s'améliorer. Le taux de chômage va continuer à baisser. La réduction de notre empreinte écologique va s'accélérer. C'est que tout va continuer dans le même sens. Et c'est ça ce qu'on appelle le progrès humain. Ce qui compte dans le progrès humain, c'est pas l'arrivée, on n'est jamais arrivé. L'histoire de l'humanité, on l'espère, est éternelle. Ce qui compte, c'est la direction. Voilà. Depuis 30 ans, dans les grandes démocraties, on est engagé dans le sens de la régression écologique, sociale, économique, morale, politique, démocratique, tout. Et ça va changer. La France insoumise, eh bien, on n'inverse pas la courbe du chômage, nous seulement. La courbe du on inverse la courbe pour reprendre le chemin du progrès humain, écologique et social. Vous précisez que la France, son rapport à l'Europe, c'est pas d'être une quémandeuse dessous pour pouvoir survivre. C'est la 5e puissance économique du monde, la 2e puissance économique européenne. Et la France n'a pas besoin des subsides de l'Europe pour vivre et pour se développer. La France est contributrice nette au budget européen et elle en est très fière et très contente. Et nous ne faisons pas partie de ceux, je l'ai vu notamment dans le programme du Front National, qui voudraient, dans leurs négociations à l'Europe, admettre éventuellement qu'ils y restent un petit peu, à condition qu'ils soient plus contributeurs nets. Comme si le principe même d'une coopération entre des pays ne devait pas être que les plus riches, et la France fait partie de ces plus riches, soient contributeurs nets au budget. Ce n'est pas la Tchéquie qui va subventionner la France, soyons raisonnables. Donc ce n'est pas ça le souci. Si d'aventure, par une catastrophe qui n'avons pas l'intention de provoquer, cette Union européenne devait éclater et qu'il ne devait plus y avoir d'Europe, la France pourrait largement se passer des quelques milliards que cela nous rapporte. Je vous le rappelle, on a été très modeste dans nos estimations. Moi, franchement, je veux dire, l'économiste que je suis, ça me fait doucement rigoler quand on dit qu'on a 173 milliards ou 180 milliards de recettes, parce que moi, j'en ai 150 milliards sous le coude, en plus de tas de trucs qu'on n'a pas pris en compte, et qui sont des vraies ressources potentiellement mobilisables, et assez rapidement. Donc, du fric, on en a, mais on ne sait plus quoi en faire. Donc on n'a pas besoin de ça. Bon. Cela dit, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais j'en profite. Notre programme, ce n'est pas de foutre en l'air l'Union européenne, ce n'est pas de sortir de l'Europe. Nous sommes des pro-européens qui voudrions sauver et relancer la coopération et l'union des peuples européens. Et nous constatons que l'Union européenne et l'Union monétaire, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, a pris exactement le chemin inverse. C'est un chemin de la guerre entre les peuples, de la guerre entre les travailleurs, de la concurrence généralisée. Ça n'est plus du tout une union. C'est-à-dire l'union, elle est déjà morte. L'Union européenne, elle est déjà morte. Parce qu'il n'y a plus d'Union européenne. Quand vous voyez tous ces États qui sont là les uns les autres en gestion de la crise ou de la crise, personne ne veut payer pour les autres, personne ne veut être solidaire, tout le monde veut imposer des sacrifices inouïs à des pauvres gens qui ne sont même pas responsables de ce qui leur arrive. Là, parce que nous avons des élections qui doivent arriver en France et en Allemagne, personne ne veut restructurer la dette grecque, alors que tous les économistes du monde disent que c'est la seule chose à faire. Alors, elle est où l'Union européenne? Il n'y en a plus. Nous avons des États égoïstes, des gouvernements égoïstes qui ne s'occupent plus de l'Europe. Donc nous, notre programme, ce n'est pas de sortir de l'Union, c'est-à-dire qu'il faut sortir des traités et de l'Union telle qu'elle fonctionne actuellement. Et si nous étions au pouvoir, c'est ce que nous dirions à nos partenaires. Et comme la France est une grande puissance et qui peut imposer ses conditions et qui peut désobéir unilatéralement, c'est-à-dire que la France, dès que nous arriverons au pouvoir, ne fera plus des choses qui sont inacceptables, même si c'est inclus dans les traités. Et donc nos partenaires seront obligés de discuter pour aller vers une autre Europe. Je pense que c'est comme ça que ça se passera, donc soyez très tranquilles sur ce sujet.